100%. Revenons à ça. Maintenant, si tu étais un industriel, un homme d'affaires, tu es parti en France, tu as acheté des équipements, tu n'as pas payé, tu dis, je vais payer dans 3 mois, tu as fait des échéanciers, tu arrives et le lendemain, il y a une dévaluation. Ce que tu avais acheté à 20 millions, pendant que tu quittais, après la dévaluation, ça devient combien? Le double. Tu avais 40 millions et tu n'as pas eu d'équipement de plus. Voilà ce que c'est que rattacher sa monnaie à quelqu'un d'autre. Vous n'allez jamais vous en sortir. Et quand, je vous dis, la dette de la France, je voulais dire ça. La France, il y a un auteur français qui a écrit un livre et il disait ceci. La France dépense par jour 280 millions d'euros qu'elle n'a pas. La France n'a pas un demi-verre de pétrole, ni un gramme d'uranium. Mais c'est elle qui finance votre développement. Et comment ça se fait? Vous voyez ce que je dis? Alors que nous avons toutes ces ressources, même le Congo est appelé scandale géologique. Vous voyez toutes ces richesses qu'on a là. L'uranium est à la porte du Bénin. Deuxième producteur de l'uranium au monde. Et je veux dire, et c'est Areva qui l'exploite. Vous voyez ce que je dis? Il a fallu qu'il y ait eu un problème entre Tandja et Areva qui aurait financé la rébellion. Et Tandja a voulu leur arracher ce maté. Le prix a triplé en même temps. Ce qu'on achetait peut-être à 1000 francs, c'est devenu 3000 francs. Vous voyez ce que je dis là? Donc ça veut dire qu'on pouvait augmenter ce prix-là. Soyons mûrs désormais. Nous avons encore assez de ressources. On nous a pillés. L'Afrique ressemble étrangement, je l'ai dit dans un livre, à cet homme le plus riche de son temps. C'était un Mexicain, le plus riche de son temps. Il est sorti, il a voyagé. Il s'est promené dans le monde. Il a laissé portes et fenêtres ouvertes. On a pillé, volé. Il est revenu. Il reste encore l'homme le plus riche au monde. Ça, c'est l'Afrique. Je pense qu'il y a de l'espoir. En même temps que j'ai décrit les situations, je situe les responsabilités, je dis qu'il y a de l'espoir. Il suffit qu'une génération prenne conscience. D'ailleurs, Chirac a dit, je vous l'ai montré tout à l'heure dans un documentaire, vous l'avez vu en 40 secondes ce qu'il a dit, mais une grande partie de l'argent qui est dans notre poche vient de l'exploitation de l'Afrique. Vous l'avez écouté avec moi. Et tous ceux qui veulent payer s'approcher de moi pour que je vous copie ça, ce n'est pas dans un livre. Vous allez le voir en train de le dire. Et il dit qu'il était temps de le leur retourner. Je ne parle pas d'une faveur, c'est un droit qu'on le leur retourne. Si on ne veut pas des convulsions et dans l'avenir. Vous voyez ce que Chirac a dit ça, c'est une confession publique que je remercie beaucoup. Même l'autre là a dit ça. Il dit que c'est lui qui ramasse les valises d'argent, non? Comment il s'appelle là? Son nom échappe là. Il dit que c'est lui qui ramasse les valises d'argent. Et je vais citer ceci. Ceci, je lui dis là, ça c'est tout récent. C'est avant-hier seulement. France Inter a dit, Moubarak, actuellement là, Moubarak a environ 700 millions d'euros dans une banque suisse. 700 millions d'euros. Ça dit à peu près le tiers du budget du Bénin dans une banque suisse. Et maintenant, il faut des pourparlers pour qu'on le ramasse. Et Ben Ali, le président tunisien, est renversé. L'actuel président est parti en Suisse pour demander le rapatriement de ses fonds. Il n'a pas encore eu gain de cause. C'est pourquoi je dis dans mon film documentaire, comment l'Afrique finance tel le développement de l'Occident. J'ai eu des témoins de Ziegler, du gouvernement suisse. Zizou, le président Zizou, je lui ai posé la question, ici, dans le documentaire là. Combien tu as volé quand tu étais président? La caisse noire était combien? Il a répondu dans ce documentaire. J'invite donc... Vous avez demandé au président Zizou combien il a volé? Tu as volé quand tu étais président. La caisse noire était combien? Vous allez voir ses réponses dans ce documentaire. Alors, monsieur Sénégal, oui? Là, vous allez un peu trop fort. Mais le président Zizou est une illustre personnalité. Et il vit. Beaucoup. Et il vit. Et il vous je écoute. Ne parle pas de quelqu'un. Il vous écoute. Vous lui avez demandé. Je vous dis. Combien il a volé lorsqu'il était c'est dans le documentaire 52 minutes. Et je vais vous donner ça. Il vous a répondu. Il a répondu. Et la caisse noire aussi, il a répondu. En son temps, la caisse noire était combien? Il a répondu dans ce documentaire. Oui. Il vous a dit qu'il a volé. Comment il va dire qu'il a volé? Il a dit que c'est l'État qui lui doit, non? Bon, comme c'est un documentaire et que vous allez voir, je vous donne. Je l'ai fait en amateur. Je n'ai jamais fait une école de film. Et j'ai pris mes propres moyens. 10 ans d'investigation. Parce que nous ne souhaitons pas avoir des problèmes, excusez-moi, inutiles avec certaines personnalités. Mais je dis, c'est un documentaire. Je vais vous donner la copie tout à l'heure et votre télévision peut produire. C'est un film amateur. Je dis, mais ce sont mes propres ressources. Et je n'ai jamais fait une école de film et je l'ai réalisé en amateur. Il serait bon que vous fassiez voir ça sur votre chaîne pour que les gens voient ce qu'un amateur, comment on peut repousser même nos frontières pour accomplir de grandes choses pour notre peuple et pour notre continent.
je reviens. Je dis que tout cet argent, hein, en même temps, je parle des ports de sortie. Hein, il y a des ports de sortie. Vous savez... Non, vous avez dit d'abord, vous dites d'abord que 65% de la masse monétaire destinée à l'Afrique est gardée en France. En France. Et positionnée pour être multipliée. Mais je t'ajoute aussi... Ensuite, c'est le Trésor français qui coupe le franc CFA. C'est la France qui coupe. La France qui coupe le franc CFA. Et je vous dis ceci, j'ajoute encore ceci. Je dis, avant qu'on continue. Regarde tous ces messieurs qui ont fait la Banque mondiale, qui ont fait FMI, qui ont fait BCAO. Demande à Iboni, le président de mon pays. Demande à Koupaki, lui aussi, qui a fait ses décisions. Demande à Ouattara, qui a fait ses décisions. Konan Bani, demande à tous ceux-là. Ton pays, 65% gardé là-bas, là, en 2012, là. Je ne vais pas dire 2013 parce que ce n'est pas fini. Combien ton pays a là-bas? Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas. Et je ne leur conseille même pas d'aller demander. Ils vont se créer des problèmes. Un coup d'État est vite fait de venir. Un coup d'État, vous allez mais c'est demander ça. Combien vos sous qui sont à l'extérieur font et on va vous faire un coup d'État. Mais ça veut dire comment cela est-il possible, monsieur Seliga? Comment cela est-il possible? Je vous dis ceci. Je vous donne une théorie américaine. Là où les intérêts des Américains sont en jeu, c'est la guerre préventive. Et je peux même vous donner ce que disent les gens par rapport à l'affaire DSK. Ça a une autre version que je ne vais pas raconter sur votre télévision. Vous voyez, ça a une autre version. L'affaire de DSK a une autre version. Les intérêts des Américains sont la même chose pour les Français et toute autre personne. D'ailleurs, De Gaulle l'a dit, je l'ai répété plusieurs fois déjà. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Point final. Vous avez vu comment Bozizé est parti? Et pourtant, il est dans ces cercles-là que vous connaissez. Vous voyez ce qu'il y a, non? Oui, dans ces cercles qui manipulent le nouvel ordre mondial. Vous voyez ce qui manipule le nouvel ordre mondial. Et le nouvel monde mondial, il y a un documentaire intitulé « La face cachée du dollar américain vers le nouvel ordre mondial ». Tous mes étudiants ont ça. Le cours que je fais, c'est mondialisation, régionalisation et développement. Tous ces cours, ils les ont, tous ces documentaires, et les questions sortent là-dessus. Pour qu'ils sachent ce qui se passe. Parce que quand tu ne sais pas comment l'Afrique est attachée, tu ne peux pas savoir comment détacher l'Afrique. Donc, revenons encore sur notre affaire de franc CFA là. Donc, voilà comment ça va. Mais il y a une solution. Voici la solution. Vous savez... Bon, nous reviendrons aux solutions vers la fin de cette émission. Alors, vous avez parlé de complot culturel, vous avez parlé de complot industriel, vous avez parlé de complot économique. Oui. Quel autre complot? Je vais parler de complot environnemental. Sur le plan environnemental, c'est grave. Hein? D'abord, c'est vrai que vous avez un parc de Rio à Cancun, tout ça, pour dire qu'il y a pollution, réchauffement climatique, et que c'est l'industrialisation qui cause cela. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Mais qui diminue sa production de gaz carbonique, qui diminue son industrialisation, ou qui utilise une autre technologie, autre pour empêcher qu'il n'y ait pas la couche d'ozone détruite? Personne. Vous voyez, nous avons toutes ces puissances-là qui l'utilisent. Et on veut pénaliser l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Le grave crime, c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on ne veut pas que l'Afrique soit industrialisée. Hein? On dit fait tout, bon, il faut seulement exporter brut, etc. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, les gens ont choisi le temps difficile, le temps de guerre, et sont venus déverser en Côte d'Ivoire des déchets toxiques. Déchets toxiques. Poala ou un truc pareil. Kobo, Poala, quelque chose de comme ça. Donc, en Abidjan, dans la capitale, quelqu'un peut faire ça? D'ailleurs, les États-Unis, vous avez vu l'essence qui est déversée sur la mer, là, ce que ça a coûté à l'entreprise. Vous voyez ce qu'il y a, non? Le tollé, ce que ça a coûté à ces entreprises-là. Mais nous, on vient déverser publiquement sur le sol africain, à Abidjan, la capitale. Connaissez-vous? Posez-vous là la question. On a pu déverser ça sur le sol ferme. Combien on en a déversé dans nos mers, sur nos côtes? On ne contrôle pas, on n'a pas les moyens de contrôler nos côtes. Vous voyez, au moment où je vous parle, le Japon, et il y a eu l'écoulement de gaz, enfin, de l'uranium, leur site d'uranium là, qui fabrique l'énergie là, et a eu des fuites, beaucoup sont entrés dans la mer, etc. Quelle prévention? Qu'est-ce que les gens font pour que l'Afrique n'aille pas pêcher dans ces eaux, bien, les poissons fuient pour arriver dans, etc. Voilà tout ce que je dis, c'est un complot environnemental. C'est-à-dire les déchets, c'est comme si je l'ai déjà dit, hein, les gens mangent chez eux. L'odeur vient chez vous.
Quand il finit de manger, vous n'avez pas mangé avec eux, il vient déverser maintenant les déchets dans votre maison. Est-ce que tu vas accepter ça? Et vous voulez qu'on se taise dans tout cela là? Donc c'est un complot environnemental. Le cas est là. Donc voilà à peu près. Sur le plan militaire, ça je ne dirais pas. Vous savez, dans mon livre géopolitique, j'ai proposé parmi les 12 propositions, j'ai dit il faut désormais pour l'Afrique une bombe nucléaire pour l'Afrique. Parce qu'on ne serait pas venu. Vous savez, l'Union africaine n'a pas été informée que l'Occident voulait bombarder Kadhafi. Comment peut-on aller bombarder une portion de l'Afrique sans l'autorisation de l'Afrique? Or, si l'Afrique avait une bombe nucléaire, je n'ai pas dit chaque pays d'Afrique doit avoir sa bombe nucléaire, je n'ai pas dit 54 bombes pour chaque pays. Je dis une bombe nucléaire pour l'Afrique. Si aujourd'hui la Syrie n'est pas attaquée, c'est parce que la Russie qui protège la Syrie a une base militaire et personne ne va attaquer la Syrie tant que la Chine et la Russie ne s'entendent avec les 5 autres qui sont dans le Conseil de sécurité. Vous voyez? Donc, pratiquement, je dis, c'est une force une force dissuasive. Je ne dis pas qu'il faut l'utiliser, mais ça permet à l'Afrique de se dire, on doit compter avec nous. Et c'est capital. Donc, vous voyez, tout ce qu'on nous envoie ici comme armement, etc., c'est des choses qui sont démodées là-bas. Ce n'est pas des... D'ailleurs, Kadhafi a acheté beaucoup d'armes là-bas. À quoi ça lui a servi? Au contraire, ça a servi à financer Al-Qaïda, qui est parti faire ce qu'il doit faire maintenant au Mali, et puis aussi attaquer le Niger. Et la sous-région est menacée de ce fléau-là. Et vous voyez comment c'est un complot aussi militaire. L'on crée des troubles et l'on vient après comme des sapeurs-pompiers. Vous n'aurez jamais le temps de réfléchir sur comment vous voulez vous en sortir. Et cette phrase importante, cette phrase est très importante, qui dit ceci: on ne développe pas, on se développe. C'est le Burkinabé qui l'a dit. On ne développe pas, on se développe. Le jour où nous allons avoir ça en tête, qu'il n'y a pas de développement clé en main, et qu'il n'y a pas de développement, qu'il y a de modèle de développement, nous devons nous asseoir. L'Afrique, quel modèle nous faut? Et comme il y a plusieurs Afriques, chaque pays doit voir quel modèle il me faut de développement. Si nous voulons faire seulement de copier-coller pour dire on veut ressembler aux autres, eh bien, nous ne sommes jamais les autres et les autres ne vont jamais nous accepter tels que nous sommes. Donc, pratiquement, je crois que tous ces complots sont importants à connaître et savoir comment déjouer cela. Je vais parler des OGM, organes génétiquement modifiés. Les organismes génétiquement modifiés. Je vous dis que ces grains, ça produit beaucoup plus. Par exemple, si la graine naturelle donne 2 tonnes, l'autre peut donner 10 tonnes. C'est tentant de dire qu'on veut produire davantage. La qualité diffère dans la consommation. Je ne veux pas parler de la qualité. Mais c'est que vous ne pouvez plus replanter les mêmes graines. Il faut toujours tendre la main à l'Occident pour qu'on vous envoie de nouvelles graines pour que vous semiez. Et en même temps, ça tue ce qui est naturel. En même temps que vous les plantez, vous les semez, le vent, les oiseaux, etc., qui vont un peu partout, ça contamine ce qui est naturel et ça fait en sorte que vous ne pouvez plus manger naturel, vous ne pouvez plus semer aussi naturel. Donc vous êtes obligé de tendre la main à l'État. Vous voyez par exemple pour l'intrant du coton, vous voyez ce qui se passe actuellement. Pour le coton, nous n'avons pas des intrants, il faut les importer. Et lorsque le gouvernement a eu des problèmes, vous avez vu comment il fallait partir chercher des intrants ailleurs. Ça va être la même chose pour les graines des césaires du maïs et autres, si nous les importons. Et je dis aussi, il faut aussi prendre une précaution contre pour se préserver du Burkina, parce que le Burkina a déjà adopté les OGM. Et il nous envoie aussi ici de la nourriture. Vous ne savez pas si ces nourritures sont faites avec les OGM. Si nous sommes à la frontière d'un pays qui l'adopte, le vent peut facilement... Donc, il faut prendre déjà des mesures conservatoires pour que l'on sache comment faire pour se préserver de façon durable contre un autre impérialisme librement consenti. Parce que si notre ventre est désormais attaché, le franc CFA est déjà attaché de l'autre côté, mais si notre ventre, ce qu'on va manger, devient aussi attaché de l'autre côté, eh bien, ça va être très difficile. Sur le plan alimentaire, parlons de nous-mêmes maintenant. La politique actuelle du gouvernement d'industrialiser l'agriculture, c'est-à-dire de libérer les paysans de la roue, de la daba, c'est une bonne chose. Mais en même temps, nous savons que quand on fabrique 10 000 tracteurs
par an, il faut voir les types de sols. Parce qu'au sud, nous avons du sable. Dans le zoo, nous avons de latérite. Ailleurs, dans le nord, c'est différent. On ne peut pas avoir les mêmes types de machines pour tous les types de sols. Il faut fabriquer, faire les montages suivant les types de sols. Ça, c'est un. De deux, lorsque nous avons l'agriculture mécanisée, déjà avec la roue, le paysan qui fait 10 hectares, avec l'engin mécanisé, il peut faire 10 fois plus, donc 100 hectares. Il faut que l'on pense au problème des terres. Est-ce que les terres sont si disponibles que ça? Parce que tant que nous restons dans le problème foncier actuel, tant que l'État n'aura pas le monopole des terres, les gens vont partir au village, ne peuvent pas avoir assez d'espace à cultiver. Donc, c'est pourquoi je propose qu'il y ait nationalisation des terres, que l'État rachète ces terres à un franc symbolique. Là, on peut mieux planifier. Ensuite, 10 000 tracteurs par an. C'est bon. Mais le Bénin, on m'a appris que c'est 112 622 km². La terre n'est donc pas élastique. Quand le Bénin va arriver à saturation, est-ce qu'on a déjà prévu des marchés d'exportation de ces engins-là? Voilà à peu près des préalables pour que ce projet-là n'échoue. Voilà à peu près, M. Chabel, des pistes de réflexion qui vous disent que nous sommes en train de parler des autres. Mais les autres ont raison parce que si nos exploitants ne peuvent pas survivre, c'est à nous de mettre un mécanisme pour empêcher, pour qu'on puisse discuter d'égal à égal. J'avais déjà parlé ici des normes ISO. Les normes ISO ont dit, votre mangue ne peut pas exporter. Mais en même temps, ces mêmes occidentaux, quand ils viennent ici, ils mangent ces mangues-là. Mais vous ne pouvez pas les exporter. Vous voyez, c'est une hypocrisie. Et il faut que l'on voit comment établir nos normes et voir comment est-ce que nous pouvons produire pour pénétrer à part égale. Parce que la part de l'Afrique aujourd'hui dans le marché international, c'est que de 1% dans le commerce international. Comment faire pour accroître cette mesure? Pas rester seulement sur, il faut des valeurs ajoutées. Donc, oui, justement, en parlant de normes internationales, vous dites que c'est l'argent volé en Afrique qui permet de financer l'Occident. Oui. Comment cela est-il possible? Mais je vous ai déjà parlé, il y a eu le cas de Abacha. Abacha a volé des milliards. On n'a donné qu'une petite partie au Nigeria. Bon, quand on prend ces hommes politiques, il y a aussi des hommes... Mais le Nigeria a son era, le Nigeria a sa monnaie. Oui, mais c'est pourquoi il dit que qu'il faut non seulement que l'argent soit retourné, mais qu'on mette un mécanisme de lutte contre la corruption pour que ça ne retourne pas d'où ça vient, ou bien que ça soit dépensé par une minorité de gens. C'est tout un processus. Vous savez comment Clinton a résolu ce problème avec les Juifs? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tué les Juifs, a pris leur or et argent. Et Clinton a mis la pression sur les banques suisses pour lever le secret bancaire. Et ils ont récupéré tout l'argent que Hitler a volé et placé là-bas. Et on l'a redonné aux Juifs. Nous aussi, si les Occidentaux vraiment parlent de ce qu'il faut, la transparence, la lutte contre la corruption et de bonne gouvernance, le moment est venu pour que l'Occident se joigne à nous, pour que nous récupérions tout l'argent placé à l'étranger. Donc on lève le secret bancaire pour que l'argent mis dans les banques étrangères par les richissimes africains qui ne vivent plus, et qu'on puisse les récupérer. Voilà, vous avez l'affaire Cahuzac en France là. Mais ça a permis de résoudre ces problèmes-là. Le secret est levé et il est ministre de la République. On n'a pas dit qu'il faut... Tout cela, c'est... Même le fils de Wade. Vous avez vu, le fils de Wade actuellement est arrêté en France. Et là, il n'y a pas besoin de 2 tiers ou bien 3 tiers du Parlement. Il faut que ces choses-là arrivent ici aussi au Bénin. Il y aura un temps où si les juges aujourd'hui ne font pas leur travail, demain, ça se fera à part un autre tribunal. Un tribunal d'exception, formé de gens du peuple pour revendiquer cet argent d'abord du Bénin ici. Car je vous dis, ce n'est pas que les chefs d'État, ce n'est pas que les ministres. Hein. Il y a des hommes d'affaires qui ont pillé leur pays et qui se trouvent à l'étranger. Je vous dis par exemple, je vais parler d'un secret au Bénin. Un homme d'affaires, je ne vais pas citer de nom, qui a racheté l'outil industriel de la Sonapra. Et le contrat est signé, scellé sous secret. C'est-à-dire c'est un contrat qu'on ne doit jamais publier. Et à partir du 1er octobre de cette année, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, tout l'outil industriel de Sonapra va passer en ses mains. Et c'est un accord secret. Vous trouvez ça normal?
Le président doit bloquer un tel accord. N'est-ce pas l'État? Vous parlez du président. Le président est le chef de l'État. Et c'est l'État qui était le responsable, le propriétaire de la Sonapraï. C'est l'État qui a vendu cet outil. Et c'est des individus qui ont signé ces accords-là. C'est pourquoi d'abord, la première chose qu'il faut faire, que jamais l'outil industriel de la Sonapa ne passe dans les mains d'un privé. Il faut bloquer ce processus-là. Mais il faut aller en justice et publier cet accord dit secret. Il faut publier ça, rendre ça public. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de ruptures même à l'interne. C'est pourquoi je dis ça, c'est nos responsabilités personnelles ici. Vous voyez, cela repose le problème de la responsabilité des cadres des Africains. Voilà, des Africains. Et il ne faut pas seulement penser que c'est seulement le sommet. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être co-signé toutes ces choses-là. C'est pourquoi je dis vraiment, il faut qu'on s'asseye comme Agon Valentin, on l'avait dit tout récemment sur votre émission ici, il faut la nécessité d'une conférence nationale souveraine pour le développement du pays. Il y aura beaucoup de ruptures à faire, il y a beaucoup de contrats, que ce soit à l'interne ou à l'international, à remettre en cause. C'est fondamental. Comment se débarrasser du CFA? Comment se débarrasser du CFA? La réponse est très simple. Je ne conseillerais même pas à Yahya Boni d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on lui fera un coup d'État demain. Non, il faut d'abord préparer le peuple. C'est comme si vous êtes informé de tout. Qui va lui faire le coup d'État? Non, je vous dis, l'intérêt des autres est en jeu. L'intérêt des autres est en jeu. Et mieux, tu n'as pas préparé ton peuple pour te soutenir. Ce que nous disons, combien de gens savent? Combien de gens sont au courant de ce que nous sommes en train de dire? Il faut former l'élite. Vous, les journalistes, vous devez être informés. Et les leaders religieux, les enseignants de tous ordres, les syndicats, la société civile, tous ceux-là doivent être informés, même les militaires, pour qu'ils comprennent comment nous sommes pillés sur tous les plans. Et comme ça, quand ton peuple est mobilisé derrière toi et te donne un programme d'action, quand tu vas à l'étranger, ce n'est plus toi, ce n'est pas ton programme, c'est le programme du peuple que tu appliques. Vous voyez, tu deviendras plus fort qu'auparavant. C'est pourquoi un consensus s'impose aujourd'hui pour 2016. C'est à la période 2016 que le Bénin soit géré autrement que par un candidat qui a ses rêves et ses chimères pour son pays. Quand le